Le nom de la société, c'est Air City Diagnostic. Nous, on est basé à Sercastet. Donc, on est 4. Moi-même, gérant et responsable des opérations. Opération, c'est quoi? C'est le travail sur le terrain. C'est la gestion des grands comptes. Les grands comptes, c'est quoi? C'est les grands clients comme SNCF, comme les gens qui travaillent dans ce qu'on appelle l'oil and gas, donc les pipelines, Total, TIGF, toutes ces grosses sociétés. Ça s'appelle les grands comptes, parce qu'ils ont des grands moyens. Ici, vous avez le pilote number 1 de l'entreprise, Michel Dangean, qui est responsable de la sécurité des vols. Pourquoi? Parce que le drone, c'est très suivi. On fait partie de la réglementation aérienne que Michel va vous présenter. La réglementation aérienne, c'est super strict. On ne peut pas faire voler des avions comme on veut sans qu'il y ait des règles de circulation en l'air. Donc, ça demande un suivi des machines. Le drone, il est en pleine explosion. Vous allez en voir partout, dans tous les secteurs d'activité. L'agriculture, le bâtiment, les transports de réseau. Vous allez en voir, vous en voyez déjà dans l'audiovisuel, les structures drones qui investissent dans les formations techniques, dans les opérations techniques. Vous êtes sur des systèmes électroniques embarqués. On a forcément affaire à des gens qui les construisent, à des gens qui les utilisent, à la R&D, à ceux qui vont imaginer des opérations qui n'ont pas été faites et qui vont se dire comment j'amène ce capteur, comment j'amène cette modification sur le drone. Donc tout ça, ça va exploser. Vous allez vraiment voir que des sociétés vont devenir importantes et elles auront toutes une partie opérationnelle et une partie qui vous concerne un peu plus, même si l'opérationnel ça vous concerne, c'est la R&D. Voilà, la R&D, le développement, la construction. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le pilotage S4, qui est pour les pilotes d'avion. Là, on envoie des drones à plus de 10 km, à 150 mètres d'altitude, qui sont capables de voler 1h30. Donc là, on ne parle même plus de radiocommande. On a un PC, on a un street map, on a un aéroplaneur, un logiciel de vol, et dessus, on a exactement les mêmes indicateurs que sur un avion. Et on pilote notre drone avec tous ces indicateurs. Pression d'air, vitesse au sol, vitesse au vent, contre-vent, savoir de quel côté vient le vent pour commencer à prendre le virage. Là, c'est du pilotage avion, mais en drone. Voilà, pilotage S4. C'est ouvert qu'aux pilotes d'avion ayant au minimum 50 heures de vol en tant que chef de bord, donc que commandant de bord, pardon. Vous achetez un drone dans le commerce, vous allez chez Auchan ou chez n'importe qui, vous prenez votre paquet, vous sortez, vous allez chez vous, vous le déballez, alors c'est plug and play, hein, c'est super simple, on vous dit, vous branchez la prise USB, tout s'initialise, c'est bon, vous pouvez voler et avec votre portable. Super. On est en aéromodélisme. Est-ce que vous avez le droit de le faire? Ça, c'est la question. Donc, oui, vous avez le droit de le faire. Oui, vous avez le droit, depuis le 17 février, depuis le 17 décembre 2015, on a modifié un peu ça. Avant, il fallait aller sur un terrain de modélisme et avoir une licence de modélisme pour utiliser des drones comme ça. Donc, vous avez tous vu qu'il y en a partout. Ça explose, tous les magasins en vendent, les Amazon, enfin tous. Donc ça a évolué. Et on a dit maintenant, vous pouvez utiliser ça chez vous. Si vous l'utilisez, vous n'avez pas le droit de capter des données. Capter des données, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas le droit de mettre une GoPro dessus et de filmer chez votre voisin. Ça, c'est un article de la législation française qui fait que vous êtes soumis, si vous êtes photographe, journaliste ou pilote de drone, à ne pas utiliser des images de quelqu'un sans son autorisation. Vous, jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez rien signé. Vous avez acheté un drone dans un magasin, vous l'utilisez chez vous, donc vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est la différence entre je fais de l'aéromodélisme, entre guillemets, piloter un drone dans son jardin, j'ai pas envie de réduire l'aéromodélisme à ça, parce qu'il y a des très bons aéromodélistes qui avec des hélicos font des loopings ou font des trucs incroyables, mais vous êtes des aéromodélistes dans votre jardin, vous n'avez pas le droit d'utiliser des données que vous filmez ou de revendre vos données. Si vous voulez le faire, vous passez à ça. Vous devenez, comme disait Michel, exploitant. Le mode altitude, à votre avis,
qu'est-ce qui nous permet de dire je suis à 10 mètres de haut? Comment, quand je vole avec mon drone, je peux dire je suis à 10 mètres de haut? Non. GPS précision dans la hauteur, tu prends un point GPS ici, tu te déplaces de 10 mètres, des fois tu as 10 mètres de hauteur d'écart. GPS, c'est très très mauvais pour la hauteur. Ouais. Alors, il l'a prise où cette altitude? Ouais, je suis d'accord, mais il a pris une altitude, il a pris... Comment il la connaît? Pardon? Alors on pourrait, c'est ce qui se passe dans les avions. Quand on décolle d'un terrain de décollage, d'un aérodrome, pardon, on peut effectivement travailler et dire je mets mon compteur à 0, je sais que mon terrain il a été relevé à 900 mètres d'altitude, bah, quand mon compteur monte à 100, bah, c'est que je suis à 1000 mètres d'altitude. C'est pas comme ça. C'est quelque chose de très imprécis, ça. D'accord? On a parlé d'une sonde barométrique. Vous savez ce que c'est? C'est une sonde qui est capable de relever la pression atmosphérique. Tout à l'heure, tu m'as parlé de hauteur de vol par rapport à une pression atmosphérique. Bah, effectivement, les avions, ils servent d'une sonde barométrique parce que la sonde barométrique, elle ne donne pas une altitude. Elle compare des pressions. Donc, tu as complètement raison. Quand je vais démarrer, il va enregistrer sa hauteur. Il va surtout enregistrer sa pression au point de décollage. Là, je vous dis une bêtise, je suis à 1500 hectopascal. D'accord? Dès que je monte, la valeur d'un hectopascal a une valeur en mètres. Donc, résultat, si lui, il monte, on peut savoir qu'il est à 2 mètres. Juste par la valeur relevée par la sonde barométrique. D'accord? Sauf que, quand la météo est changeante, quand le drone chauffe, ou quand il y a n'importe quel paramètre qui vient changer un peu la pression barométrique autour du drone, là on peut avoir des petits écarts. Donc, on dit que la hauteur de vol est précise à plus ou moins 1 mètre. Ensuite, on a un autre truc, ce que nous on utilise. On a un télémètre, on a un laser directement. Ce laser, on le met ici, et là on a un retour avec la hauteur sol. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas encore intégré, sur le contrôle du drone. C'est-à-dire qu'il est capable de nous dire, tu es à 100 mètres, mais on n'est pas capable de dire, je veux descendre à 80 mètres. Donc quand le télémètre te dit, tu es à 80 mètres, tu t'arrêtes. Ça, on n'a pas encore réussi à le faire travailler comme ça. C'est juste une question de temps, hein, ça va arriver. Donc effectivement, le mode altitude, c'est quoi? C'est je prends une pression barométrique et je travaille dans le différentiel. Si ici je suis à 0, quand je monte à 10 mètres, ça correspond à un chiffre, et ainsi de suite. Je cherche pas un aéron modéliste. Je cherche pas quelqu'un qui a déjà fait des drone. Je cherche pas quelqu'un qui connaît tout sur les DJI et les machins. Léger quand même. Donc le but du parachute, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'ils ont rendu ça obligatoire? Alors vous imaginez bien que si ça tombe d'un coup comme ça, pourquoi ça peut vraiment faire mal. Donc le parachute, la réglementation dit que ça doit réduire l'impact à 69 joules. Qui est censé ne pas faire trop mal. Nous, là, on fait ce qu'on veut. La preuve en est, je vais vous parler de ça maintenant. La preuve en est, je démonte ça rapidement, mais si je remets ça, d'accord, À partir du drone. je mets ça là. Donc, tout à l'heure sur la radio-commande, quand je faisais des photos, j'ai actionné le contrôleur vert qui est en haut à gauche. On est d'accord que la plateforme était fixée au drone, et j'ai changé complètement son train d'atterrissage, et je deviens largueur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des drones polyvalents. C'est des drones qu'on va amener vers des nouvelles opérations, on va travailler dessus, on va répondre à des demandes. D'accord? Alors du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Là-dedans, qu'est-ce qu'on met? On met des petites capsules
grande comme ça. Vous avez le prospectus qui sera à l'entrée, grande comme ça, qui pèse 1 gramme. À l'intérieur, il y a 5000 larves de guêpes vivantes. Le maïs, il est attaqué par un papillon en deuxième pousse qui s'appelle la pyrale. Il s'appelle la pyrale du maïs. C'est un papillon qui va pondre dans les plis du maïs et qui enlève sur un champ de maïs 20 ou 25% de sa production. En tout cas, de ce qu'il pourrait donner. D'accord ? Sauf que lui, il pond quand le maïs est tout comme ça. Imaginez-vous si on devait aller traiter tous ces papillons dans un champ de maïs avec un maïs haut comme ça. On ne peut pas. Jusqu'à maintenant, c'était des ULM, c'était des avions qui larguaient des phytos, qui larguaient pas des désherbants, mais des produits sacrément toxiques, des insecticides, exactement ce que je cherchais, qui traitaient et qui tuaient ce papillon pour garder de la production. Sauf qu'ils ont interdit ça depuis cette année. Et nous, depuis l'année dernière, on a créé ça. Ça largue des guêpes, des larves de guêpes vivantes. Et ces guêpes vivantes, elles éclosent dans le maïs et elles vont pondre dans le nid du papillon. Résultat, elles deviennent plus fortes que le papillon, elles tuent le papillon. Et là, on le tue sur tout le champ. Pour ça, il faut que ces larves soient, qu'il y en ait tant par hectare. Donc qu'elles soient larguées régulièrement. Donc nous on a mis au point ça, c'est quoi? C'est en dessous, il y a un trou, on remplit ça de billes, on a un capteur GPS ici, et on programme un vol en lui disant, tu largues une bille tous les 10 mètres. Quand tu arrives au bout du champ, des câbles de 10 mètres, tu refais une ligne, et tu largues une bille tous les 10 mètres. Résultat, on est capable de couvrir 7 hectares avec ça. On largue 700 billes sur un champ et on traite le champ complètement contre la pyrale du maïs. Donc ça, aujourd'hui, on est les seuls à le faire et à le démontrer. On a déjà travaillé avec pas mal de grosses coopératives. On est dans la phase développement et démonstration. Dans les 2 prochaines années, en juillet, il y a des drones au-dessus des champs de maïs en 2 semaines. On a dit qu'on lâchait une bille tous les 5 mètres. Ok? Et bien là-dedans, je vais venir cocher Combine with Waypoint Event, bref, et dans ma programmation, j'ai quelque chose qui s'appelle, auto-trigger. On n'est pas là pour préciser, mais dedans, je vais mettre 10. Et lui, dès qu'il aura fait 10 mètres au GPS, il va faire flop. Je ne fais plus rien. Tout à l'heure, je vous disais que je pouvais programmer mes photos seul. Programmer les photos au drone. Et ben, c'est ici que ça se passe aussi. C'est une mission qu'on a réalisée et que je vais vous expliquer après. Les images drones, c'est Michel qui les a fait. Tout le long pour aller mesurer à 2880 mètres la hauteur du pic. D'autres équipes font le tour du pic, c'est ça le pic d'Osso. Au résultat, on a des équipes tout autour du pic d'Osso. Nous, on a fait une autre ascension, on est plus en arrière et on va envoyer un drone pour modéliser tout ça. On est à 2000 mètres d'altitude, le drone va monter à 3100 mètres d'altitude. Je vous expliquerai après ce que c'est les cibles. Regardez le matériel, même principe. Le but, ils m'ont contacté pourquoi? Pour savoir si c'était réalisable de reproduire le pic en 3D. Alors moi j'ai dit oui tout de suite. Alors on l'a sur Google, vas-y zoom un peu dessus. On l'a sur Google, d'accord? Mais on ne voit pas le refuge, enfin voilà, on est sur Google. Donc ils voulaient quelque chose de mieux et avec des altitudes précises, puisque Google c'est précis entre 1 et 4 mètres, quoi. Ce qui est déjà très très bien, d'accord? Ça, c'est le résultat de ce qu'on a fait. Alors ça ne paye pas une minute comme ça, mais dès qu'on commence à faire ça. Ok? Ça, c'est toutes les... Donc, si on se remet ici, c'est la zone de combi, c'est le refuge ici. Donc on avait une première zone de vol ici,
une deuxième zone de vol ici, une troisième zone ici, une quatrième ici, et une sur toute la hauteur. D'accord? Donc résultat, on obtient ça. S'il vous plaît? Ça, c'est fait à partir de photos, uniquement. Comment on fait pour aller vérifier plus de 400 km de joints au total? Là, les ingénieurs, ils se sont posé la question, ils se sont dit, ben, peut-être qu'avec la thermographie, on peut le faire. Pourquoi? Parce que la thermographie, elle est capable de nous faire voir une différence de température. C'est-à-dire que si je regarde ma main, qui est à 30 degrés, elle a la même couleur. Par contre, si derrière, entre les deux doigts, je souffle de l'air frais, ben, je vais voir une zone plus fraîche. Ça, c'est la thermographie. Jusque-là, plutôt simple. Une fois chaud, ils se sont dit on va mettre d'énormes turbines pour mettre en pression à l'intérieur, monter à 80 pascal, pour que l'air chaud soit poussé dans les fuites. Et que moi, à l'intérieur, grâce à la thermographie, je puisse inspecter et vérifier que je n'ai pas de sortie chaude et valider qu'il n'y ait pas de fuite. Vous avez compris le principe? C'était ça ma mission. Alors la mission du thermographe, c'était ça, celui qui regardait la thermographie. Moi, je n'ai pas regardé ça, moi j'ai regardé mon drone. Parce que quand on est là-dessous, vous imaginez bien, c'est terminé les GPS, c'est terminé le compas, c'est terminé les accéléromètres. Tout est terminé. Maintenant, vous prenez votre radio et vous pilotez votre drone qu'avec vos moteurs. C'est du modélisme pur. L'arche, elle est ouverte des deux côtés. Ça veut dire que ça fait un énorme appel d'air. Ça veut dire que le drone, il fait des embardées des fois comme ça. Et en même temps, il faut que vous soyez à 10 mètres de la paroi pour regarder, monter 126 mètres ici. 126 mètres, c'est déjà énorme. Un drone à 126 mètres, pour le laisser sur place quand il y a des courants d'air. Donc les derniers réglages du drone. Vas-y. Donc vous voyez, la nacelle sur le dessus. Bon après, j'ai rien fait d'incroyable. Hein. J'ai repris les axes ici, par des tiges filetées au même endroit, mis entre toises, tourné la nacelle, quelques réglages et en avant. Pourquoi? Parce qu'il a fallu inspecter toutes les parties hautes. D'accord? Vas-y. Donc là, une fois fait les premiers tests, donc tout à l'heure, moi j'ai mon KC20 qui est ici, hein, donc je vous montrais les photos, ça c'est le réacteur, avec l'arche. Nous, on était là, et là, donc j'ai réglé mon drone en retrait, vas-y, passe. Donc, à votre avis, je fais quoi là? Putain, bien, et ça a percuté ce matin là. Calibrage, j'arrive là-bas, pas de souci, j'ai des satellites et tout, mais je calibre mon compas. Et ensuite, j'ai été faire le test, vas-y. J'ai été faire le test en dehors, et après j'ai ramené mon drone, parce que j'allais quand même essayer de voir si je captais des satellites, et si j'allais pouvoir voler grâce au GPS. Oui, à l'intérieur, je captais des satellites. Parce que la structure, elle était tellement énorme, que les satellites arrivaient sur le côté. Je recevais. Mais le problème, c'est que le drone, d'un coup, il faisait... Pourquoi? Parce que je captais des satellites avec des rebonds. C'est-à-dire que l'émission d'un satellite, s'il y a quelque chose sur son trajet, elle rebondit dessus et elle redonne. Donc elle donne un positionnement qui est erroné. Donc je ne pouvais pas faire confiance au satellite. On a enlevé le GPS, et quand je me suis retrouvé là-dessous, il y avait tellement de métal que mon drone, il tournait sur lui-même. Il faisait comme ça. Et revenait de l'autre côté. Pourquoi? Fort électromagnétisme, mon compas, je ne pouvais pas l'utiliser. Donc du coup, j'ai enlevé le compas. Voilà. Donc à partir de là, en fait je le savais avant, mais j'ai voulu contrôler des choses qui auraient pu m'apporter une aisance de vol qui aurait été la bienvenue, et ça n'a pas été possible. Ici c'est un mini PC sous Linux qui démarre sur le drone. Là, c'est la caméra thermique. Donc, mini PC, la caméra thermique est là, elle est branchée là-dessus. J'enregistre ici
je me suis monté un télémètre laser pour être conscient des distances avec la paroi. J'avais une surimpression sur mon écran, qui est là-bas, de la distance avec la paroi. Parce que j'avais rien d'autre, donc au moins j'avais la distance. Dessus, la GoPro pour switcher et pour passer sur la vue réelle. Vue thermique, vue réelle. Comme ça, je pouvais me guider. Et voilà, c'est tout. Vas-y. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble quand on pilote en dessous. Ça, c'est ces fameux linéaires de joint qu'il m'a fallu inspecter. Toutes les entrées en haut des grues, il a fallu tourner autour pour vérifier s'il n'y avait pas des fuites aussi à ces endroits-là. Donc, autant de toutes les portes là, il a fallu vérifier aussi. Tout ce qui en fait rentrait dans la structure, il a fallu vérifier les contours. D'accord ? Ah, le planche là, ça fait pas de bruit, c'est fou. Ouais. Pas de paramètres. Alors, à la caméra, ça fait une tour avec ça. Ça va ou pas? Imagine, il y a plus de je suis dessus. Ah, il est en manuel, hein. Pas de GPS, c'est moi qui contrôle tout.